Salut, c'est Apo86, bienvenue dans ce nouveau retour sur consacré à un grand film de Stanley Kubrick, si ce n'est son plus grand, meilleur, 2001, l'Odyssée de l'espace. Vous voulez tout savoir à propos de ce film? Rendez-vous après ceci. En 1964, Stanley Kubrick finit de tourner Docteur Folamour. À l'origine, le réalisateur voulait que le film soit une sorte de documentaire réalisé par des extraterrestres. Mais l'idée ne convainc pas, il se dit donc que pour son prochain film, il va s'essayer à un autre style, la science-fiction. S'inspirant de la nouvelle de Arthur C. Clarke, La Sentinelle, il décide de rencontrer l'auteur afin de trouver une thématique pour l'adapter en film. Clarke accepte à condition qu'il ait le droit de travailler en parallèle sur son livre, éponyme donc, 2001, l'Odyssée de l'espace, qui sortira quelques mois après le film. Ayant obtenu de la MGM, la Metro-Goldwyn-Mayer, un contrôle artistique total, prenant ainsi un risque considérable, Kubrick décide d'aller plus loin en laissant le spectateur libre de se faire sa propre idée sur le sens de son film. Le scénario n'étant été évoqué que par quelques vagues illusions, il ne voulait aucun synopsis apparent ou évident pour son film. La thématique du film sera donc plusieurs rencontres avec les êtres humains et de mystérieux monolithes noirs à différentes époques phares de l'évolution de l'humanité, et comprendra un voyage vers la planète Jupiter, puis au-delà de l'infini, à la suite d'un signal radio émis par un monolithe découvert sur la Lune. Et oui, Kubrick met en chantier son film, la prochaine conquête de l'homme, du moins à l'époque, la prochaine conquête de l'homme de la Lune, et dans tous les esprits. Des émissions de télévision en direct de Cap Canaveral aux photons de science-fiction, les spectateurs à l'époque sont abreuvés de conquête de l'espace. Et l'année 2001 semble une échéance raisonnable pour l'établissement d'une base lunaire reliée par des vols réguliers entre la Terre et la Lune. Dans les années 60, pourquoi pas, voilà. Le film sur le papier lui semble donc assez crédible. Pour ce film, Kubrick réunit une imposante équipe technique. 25 spécialistes des effets spéciaux, dont Harry Lange et Frederick Ordway, tous deux issus de l'industrie spatiale, et Brian Johnson, plus tard oscarisé, comme assistant non crédité au générique, ainsi que 35 décorateurs de plateau et 70 autres techniciens. Grand amateur de science-fiction, Kubrick souhaite réaliser un film qui corresponde à l'état le plus avancé des connaissances scientifiques de l'époque. Tout comme à son habitude, il veut que le film soit le plus crédible et réaliste possible. Il s'entoure pour cela de conseillers irréprochables, tant dans le domaine des industries de pointe de l'époque, la biostase, le cerveau électronique, l'astronautique, etc., de la paléontologie, pour sa phase donc, sur l'homme de l'humanité, que de l'hypothèse de l'intelligence extraterrestre et également des spécialistes de l'intelligence artificielle, du moins les prémices qu'il y avait à l'époque. Une première version du film prévoyait aussi un prologue quasi documentaire fait d'entretiens entre des scientifiques et de commentaires explicatifs en voix off, mais l'idée a été abandonnée puisque la prod trouvait que ça allait être trop rébarbatif. Après Kubrick a réfléchi, ça va faire trop doc, donc j'abandonne l'idée. 6 millions de dollars sont mis sur la table pour le film, qui se révèle donc audacieux, et le premier film sérieux de Kubrick. 750 000 dollars sont investis uniquement pour reproduire le Discovery, le vaisseau du film, dans un décor en forme de cylindre rotatif. Mais le perfectionnisme du réalisateur
j'en ai parlé dans Full Metal Jacket, la petite fiche ici, fait que les effets spéciaux, avec les effets spéciaux, le budget explose et Kubrick doit donc demander une rallonge de 2 millions de dollars. Il faut dire que le film, pour l'époque, est assez innovant et que de nombreuses techniques inédites sont utilisées. Alors, inédites pour l'époque. Je rappelle qu'on est au milieu des années 60. Pour la scène d'intro du monolithe, le tournage commença le 29 décembre 1965 et le film, donc la durée du tournage du film, s'étalera sur 7 mois, auxquels s'ajoutent 2 ans de post-production. Un délai qui agace vite la Metro-Goldwyn-Mayer, puisque la prod avait prévu de sortir le film fin 1966, début 67. Kubrick doit donc élaguer son film, dont les rushs font 158 minutes, pour accoucher donc d'une final cut qui fera en fait 149. Donc, il a enlevé 10 minutes de son film, il l'a un petit peu raccourci. On n'y perd rien. Je vous allez voir ça plus tard. Le film finit donc par sortir en avril 68 et sera super bien accueilli par le public. Mais 2001, l'Odyssée de l'espace, ça raconte quoi? Alors, ça va être un petit peu difficile de faire un résumé puisque ce film en fait se compose de plusieurs actes. Le premier acte, qui se déroule à l'aube de l'humanité, suit des hominidés bipèdes en voie d'extinction, on comprend très vite qu'ils sont quelques dizaines et qu'ils sont en voie de disparaître, et découvre l'usage de l'outil et de l'arme après avoir touché une monolithe, un grand monolithe noir mystérieux. Dans le second acte, qui se déroule donc en 2001, on suit le docteur Elwood R. Floyd, incarné par William Sylvester, lors de son voyage sur la Lune après qu'un monolithe identique y ait été découvert. Dans le troisième acte, 2 astronautes, le docteur David Bowman, incarné par Keir Dullea, et le docteur Frank Poole, Gary Lockwood, entreprennent eux un voyage vers Jupiter à bord du vaisseau spatial Discovery One à la suite d'un mystérieux signal radio émis par le monolithe de la Lune et qu'il a envoyé le signal vers Jupiter. Donc l'humanité pense qu'il y a une potentielle vie, quelque chose à découvrir là-bas. Et enfin, dans l'acte final, on suit le périple de l'astronaute David Bowman au-delà de l'infini. Alors, est-ce un bon film? Eh bien, oui. Le film n'a pas tellement vieilli pour son âge et les effets spéciaux restent impressionnants pour l'époque. Un film dans lequel Kubrick joue avec le temps, Dieu, l'homme considéré comme un tas de chair et d'os, l'homme qui demeure chez lui cette créature triviale qui préhistorique ou scientifique, doit se nourrir de chair fraîche ou de viande reconstituée et faire ses besoins même en apesanteur. Kubrick nous délivre une aventure cosmique et n'octroie à l'homme aucune grandeur, au contraire, aucun surplus de dignité et ne le dispense pas d'être grotesque. Dans ce film, Kubrick remet l'homme donc à sa place, pris dans un balai cosmique qui s'est ouvert avant lui et qui se terminera bien après lui, rappelant ainsi que la Terre et l'univers existaient avant l'apparition de l'humanité et existera bien longtemps après elle. Il n'est pas facile donc d'appréhender et de rendre une critique sur ce film, tellement il est philosophique et impénétrable de plusieurs façons et dur, comme vous l'avez vu, à résumer. Pour la première fois au cinéma, la question est posée. Sommes-nous seuls dans l'univers? Pour la première fois, un film donnait à voir la réalité d'un potentiel voyage dans l'espace. Pour la première fois, on voyait la crainte et l'inquiétante confrontation entre un homme et une intelligence artificielle incarnée dans le film par Aul HL 9000. Pour la première fois, un cinéaste mettait en image un monde aux lois temporelles différentes de celles que l'on connaît. Le film est une succession de scènes de facture très traditionnelles, conversations banales entre savants soviétiques américains, conférences de presse d'un officiel usant de la pire langue de bois possible, dialogue minimaliste des astronautes, Bowman et Poole, et de phases hallucinatoires proches d'un trip sous LSD, dans les années 60.
Peut-être un petit rapport, peut-être que Kubrick s'est essayé à la LSD, puisque c'est une drogue qui était très très à la mode à l'époque. Le film court-circuite systématiquement les clichés de la science-fiction, toutes les conventions scéniques et supprime une bonne partie des dialogues. Arthur C. Clarke a prononcé très explicitement ceci à la fin du film: si vous dites que vous avez compris 2001, c'est que nous avons échoué, car nous voyons que le film pose plus de questions qu'il ne donne de réponses. C'est d'ailleurs ce qui fit que le film a été très mal accueilli par la critique à l'époque, malgré qu'il ait bien été accueilli par le public. Le film reçoit la note de 8 sur 10 sur Sens Critique, 8,3 sur notre partenaire Captain Watch. Quant à moi, et ben ça sera un bon 9 sur 10 pour ce film, car en effet, pour moi, Kubrick, avec 2001 Odyssée de l'espace, frise le chef-d'œuvre en bousculant les codes. Par belles aspects, 2001 apparaît comme le premier grand film de science-fiction dans l'histoire du cinéma. C'est le premier space opéra de l'histoire du cinéma. Tout y est grand, démesuré, tout comme l'ego de Stanley Kubrick, tout simplement. Il faut savoir qu'à l'époque, la science-fiction, c'est considéré un peu comme un sous-genre, et que les rares films de SF de l'époque sont des films de série B, avec des effets spéciaux dignes d'un film d'étudiant, des costumes en latex, voilà, des scénarios assez répétitifs. En général, c'était le méchant martien rouge. Ah oui, on est en pleine guerre froide, donc le méchant il est rouge pour rappeler le communiste qui envahit la Terre. Le monstre mutant irradié. Ah oui, il y a toujours la peur de la bombe. Guerre froide, toujours. Le robot qui se rebelle, parce qu'il y avait une certaine peur de la technologie. Voilà. Et après 2001, la science-fiction, le thème science-fiction est devenu un vrai thème au cinéma. Avec ses échappées philosophiques et scientifiques, mais surtout ses effets spéciaux, le film de Kubrick a bousculé donc tous les codes du genre et fait de la science-fiction un vrai genre cinématographique. Le film ambitieux, qui dure 2h30, tente d'évoquer la destinée de l'humanité, mais il s'agit également d'un film expérimental et audacieux, porté par une excellente bande-son, ainsi par les Susra, le Bois de nuit bleu, le Requiem de Lux Aeterna, d'Atmosphère et Aventure, l'Adagio du ballet de Garianet, etc. Donc, il y a une bande-son classique, mais énorme. Un film avec un scénario d'une complicité rare qui a, comme je l'ai déjà dit, révolutionné le genre de la science-fiction dans les séries, comme par exemple Cosmos 1999, pour ceux qui ont connu, ceux qui sont comme moi de la génération 1980, 1977, mais qui ont revu les redites dans les années 80 et 90 sur notamment La Lune est à vous, mais également des sagas cultes, parce que 2001 également a inspiré Star Wars, et plus récemment des films comme Mission to Mars, Passengers ou la fameuse Interstellar de Christopher Nolan, fortement d'ailleurs inspiré de 2001 l'Odyssée de l'espace. Nolan ne s'en est pas caché d'ailleurs. 2001 l'Odyssée de l'espace est donc un film incontournable pour ceux qui aiment le cinéma de Kubrick. C'est un film culte de l'histoire du cinéma, tellement culte qu'en 1991, il fut sélectionné par la National Film Registry pour être conservé dans la bibliothèque du Congrès. J'en ai donc fini avec ce retour sur 2001, l'Odyssée de l'espace. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce film. Moi, je vous dis à plus et à la prochaine. Salut!